Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les Libériens aux urnes pour le second tour de la présidentielle ce mardi 26 décembre. Après des semaines d'imbroglio juridique né de la contestation des résultats du premier tour du 10 octobre, les urnes vont enfin désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf. Les économies africaines renouent avec la croissance. Après une évolution de la croissance économique à 2,6% cette année, le continent devra enregistrer une croissance économique de 3,2% en 2018 et 3,5% en 2019 selon les experts. Et puis la crise économique que traverse le Togo a un impact sur les fêtes de fin d'année. De nombreux Togolais dénoncent une hausse générale des prix. Il s'agit de l'ultime scrutin ce mardi 26 décembre. Les Libériens sont aux urnes pour élire leur président. Ce second tour opposant le vice-président sortant Joseph Boakai et l'ex-star international du ballon rond George Weah. Un scrutin qui intervient après plus d'un mois de tractation politique sur la légitimité du précédent tour. Ashley Duprat. Jour de scrutin au Libéria. Ce mardi 26 décembre, 2,1 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour cet ultime duel opposant le vice-président sortant Joseph Boakai à l'ancienne gloire du football George Weah. Initialement prévu le 7 novembre, ce second tour avait été suspendu sine die par la Cour constitutionnelle suite à des allégations de fraude. Des allégations qui ont poussé la NEC, la commission électorale indépendante libérienne, à redoubler d'efforts pour redonner à cette élection la crédibilité qu'elle mérite. Notre travail consiste simplement à veiller à ce que nous organisions et fassions des élections libres, justes et transparentes, ce qui serait acceptable pour les Libériens. Grand favori de la compétition, George Weah, 51 ans, devançait déjà au premier tour Joseph Boakai de 10 points. Roi George, comme il est appelé par ses partisans, promet non seulement des emplois, mais aussi des investissements pour l'école, l'agriculture et les hôpitaux. Un programme similaire à celui du vice-président sortant Joseph Boakai qui, quant à lui, a promis de s'en tenir à la loi et de ne pas intervenir dans le fonctionnement des institutions, notamment en matière de corruption. Pour les Libériens, peu importe le candidat victorieux, l'heure est au développement. Les gens veulent un meilleur futur pour leurs enfants. Au Libéria, ça veut dire la paix et la stabilité, ça veut dire l'éducation pour tous les enfants, ça veut dire un meilleur système de santé, ça veut dire des emplois pour eux et pour la jeunesse, et ça veut dire un développement économique. Si aucune date n'a été donnée pour les résultats de ce nouveau scrutin, selon les officiels, le nom du nouveau président du Libéria sera connu à la fin de la semaine, au plus tard. Au Congo, un accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités a été signé ce samedi 23 décembre entre le gouvernement congolais et les rebelles de la région du Poul dirigés par le pasteur Toumi. Un accord qui vient mettre fin à un conflit qui a débuté en avril 2016. Les précisions avec Ashley Duprat. C'est à Kinkala, à 70 km au sud de Brazzaville, que l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités a été conclu entre le gouvernement congolais et les rebelles de la région du Poul, menés par le pasteur Ntoumi, de son vrai nom Frédéric Binsamou. Sous le coup d'un mandat d'arrêt, ce dernier a été représenté par Jean-Gustave Ntondo, secrétaire général du CNR. Aujourd'hui est un grand jour pour les Congolais. C'est le jour où nous venons de signer l'accord de cessation des hostilités. Tout a été pris en compte, il n'y aura plus de bousculade. Tout le monde va se rendre compte à travers la presse que ça y est, le cessez-le-feu est signé. Un comité ad hoc va donc être mis en place pour suivre ce qui va se faire. C'est un processus. Le CNR, qui a pourtant été dissous en 2016 par le ministère de l'Intérieur, lui-même également présent lors de la signature de l'accord. Ce qui, pour certains opposants, pose la question de la légitimité de cet accord. Pour d'autres, la signature de cet accord ne représente qu'un camouflet. La problématique du Poul est une problématique qui commence à plomber la vie de tout le pays. Le moment est venu d'en finir. Et d'en finir, pas que avec le Poul, mais avec la crise globale. La démarche du gouvernement est incongrue. Le président de la République nous dit qu'il ne peut pas négocier avec des terroristes. Des mois après, on nous dit que le gouvernement passe un accord avec le pasteur Toumi. Mais c'est contradictoire. Cet accord, qui pour moi n'est qu'un accord partiel, qui ne tient pas compte des éléments qui fondent même cette crise politique. La région du Poul, située au sud du Congo, est paralysée par une crise depuis avril 2016. Une crise dont le pasteur Ntoumi, à travers sa signature du cessez-le-feu, entreprend de clôturer, notamment grâce au ramassage des armes détenues par ses ninjas.
Après une année 2016 difficile en raison de la chute des prix des matières premières, notamment le pétrole, le continent enregistre une progression de 2,6% cette année 2017. Évolution encourageante, certes, mais qui met toujours en exergue la dépendance des économies du continent aux matières premières et la nécessité ainsi d'une véritable politique de diversification de ces économies. Un sujet de la rédaction. Après avoir enregistré sa plus forte baisse depuis des décennies en 2016, l'économie africaine a connu une hausse avec une croissance du PIB de 2,6% cette année 2017 contre 1,3% en 2016. Cette progression, les économies d'Afrique subsaharienne le doivent à la hausse des prix des produits de base. Cependant, selon les experts, les pays africains doivent faire davantage pour stimuler le revenu par habitant et créer des emplois. Nos pays doivent renforcer et approfondir les réformes macroéconomiques et structurelles pour soutenir la croissance à long terme, notamment en renforçant les institutions de croissance du secteur privé. Les économies de l'Afrique subsaharienne ont été frappées par la baisse des prix des matières premières qui a ralenti la croissance, réduit les recettes publiques et affaibli plusieurs devises sur le continent. Le principal défi ici est donc de réduire cette dépendance aux matières premières dans de nombreuses économies du continent, comme c'est le cas par exemple au Ghana, au Nigeria ou en Angola concernant les hydrocarbures. Les gens disent que l'Angola est un pays très riche, mais riche dans quel sens? Nous avons une richesse potentielle, mais ce n'est pas une richesse réelle. La vraie richesse se produit quand il y a de sérieux investissements dans l'éducation et la santé. Notre économie étant extravertie, nous achetons presque tout en dehors du territoire national. Pour manger, par exemple, nous dépensons 1,5 milliard de dollars américains chaque année pour acheter à manger en dehors du territoire national, ce qui contraste avec le potentiel que nous avons. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 10% sont mis en valeur. Après les 2,6% de croissance économique enregistrée cette année, la Banque mondiale table sur une croissance qui passera à 3,2% en 2018 et à 3,5% en 2019. Un léger rebond qui a été entraîné par la reprise de la production pétrolière au Nigeria, la hausse des dépenses publiques en Angola et l'atténuation des effets de la sécheresse en Afrique du Sud. L'institution financière exhorte les pays d'Afrique subsaharienne à la diversification de leurs économies afin de réduire cette dépendance aux matières premières. Au Togo, les fêtes de fin d'année se déroulent dans une ambiance morose. En effet, en raison de la crise économique et à la hausse des prix sur le marché, rares sont les Togolais à pouvoir profiter de cette période de fête. Les explications dans ce reportage de notre correspondante Emifa Kofi. Au marché de Gossimé, l'un des marchés principaux de Lomé, la capitale togolaise, l'on se bouscule peu pour les fêtes de fin d'année. Les achats ne sont pas à la hauteur des attentes des commerçantes. La mévente s'installe malgré la revue à la baisse de la taxe sur la valeur ajoutée il y a quelques semaines. De 18%, ce taux est passé à 10% sur certains produits de première nécessité. Il y a de l'argent dans le pays, mais une partie s'en est accaparée. Nous avons faim, nos maris ne trouvent pas de travail. C'est nous les femmes qui nous occupons maintenant de la maison. Enlever les vieux des administrations pour que les jeunes puissent trouver du travail. Nous venons du Ghana. Nous n'arrivons pas à payer les volailles parce que nous n'avons pas assez d'argent. Ici, au marché de volailles à Atikoumé, on se contente des rares clients qui s'approvisionnent, soit pour consommation domestique ou pour quelques restaurateurs. Au Togo, le taux de pauvreté reste encore élevé au sein de la population. Cette incidence est passée de 61,7% en 2006 à 55,1% en 2015. Sur les 5-6 dernières années, nous avons consacré 20% du budget aux infrastructures. Et en même temps, nous avons aussi le ratio de la pression fiscale qui est autour de 22%, comparé à 20% comme sur la norme communautaire. Et nous voyons en même temps que le contexte sociopolitique qui se déroule aujourd'hui risque, si cette action continue,
de faire en sorte que l'investissement privé ne puisse pas prendre le relais de l'investissement public. Depuis quelques mois, l'économie togolaise est fortement secouée par l'instabilité politique qui règne dans le pays. En 2018, l'État togolais prévoit consacrer 44% de son budget essentiellement à l'assainissement des finances publiques, à l'accélération de la croissance et la prise en charge de la demande sociale. Objectif, relever les défis de la pauvreté, surtout en milieu rural, le niveau du chômage et le sous-emploi, en particulier chez les jeunes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.